Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. Je vous présente les grands titres. La campagne pour une 10e marche de la Société d'Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est lancée. Un premier fonds culturel voit le jour à la MRC du Rocher-Percé. Un programme d'intégration des handicapés dans des clubs sportifs voit le jour. L'exposition L'œil du prédateur s'installe à Bonaventure. C'est la semaine de l'action bénévole au Québec. Vous allez en entendre parler, ils sont tout autour de nous et nous devons en prendre soin particulièrement en cette semaine car c'est la leur. On célèbre nos bénévoles du 10 au 16 avril. C'est sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » que se dessine la semaine de l'action bénévole. Le bénévolat est essentiel dans un État qui ne soutient plus son développement social. Enlevez le bénévolat de nos structures en Gaspésie et imaginez le nombre incalculable de gens dans le besoin qui sombre. La population est vieillissante, puis ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de l'aide, tu comprends? Fait que c'est ça. Moi, je trouve que les centres d'action bénévole, c'est ouais. super, là. Pour moi, je trouve ça super, là. Parce que nous autres aussi, là, les mois avancent, puis les années aussi, hein. Fait qu'à un moment donné, ils vont venir nous apporter notre papa de chez nous. Je sais, je suis conscient que je rends énormément de service à des personnes qui sont dans le besoin et qui n'ont pas de ressources pour compenser si on n'est pas là. Moi, j'ai travaillé particulièrement dans toute ma carrière avec les personnes âgées. Alors, je me suis sorti d'un certain nombre de conseils d'administration. J'ai dit, je vais me mettre à la retraite complètement et je vais essayer de rendre service à une catégorie de gens que j'ai apprécié énormément, c'est les personnes âgées. Et à ce moment-là, je suis venu au Centre d'action bénévole. Parce que eux autres, ils sont branchés directement sur les besoins des personnes âgées. Je leur ai offert ma disponibilité. Mais je ne veux pas avoir de tâches administratives. Je veux intervenir directement auprès de la clientèle des personnes âgées. Je m'attends de rester avec cette clientèle-là. Là, mes services élargissent vont un petit peu plus loin que ça. Je fais de l'animation pastorale au centre d'hébergement à New-Carlisle. Je fais aussi à la résidence Gilker à New-Carlisle, mais c'est toujours auprès des personnes âgées, des gens qui sont réellement en besoin. C'est leur donner un petit peu de bonheur à tous ces gens-là. Un peu de support aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille dans la région. Ils ont recours à nous. Du temps que vous étiez active au travail, vous faisiez du bénévolat avec qui? Je faisais du bénévolat avec la Croix-Rouge. Ça fait presque 30 ans que je suis bénévole Croix-Rouge. Je m'occupais surtout du secours aux sinistrés, aider les sinistrés lorsqu'il y avait des incendies ou des sinistres quelconques dans la région. Le bénévolat est une ressource incalculable, mais qui peut s'épuiser. Il est important pour la survie de bien des organismes d'ici aussi de prendre soin de ces personnes dévouées qu'ils pratiquent. La semaine de l'action bénévole, ça fait quoi, la 42e année que ça existe là, au Québec? Là? Bien, c'est un moment privilégié, mais attention, c'est toute l'année où on est redevable et reconnaissant à nos bénévoles, soit par une lettre, soit par un téléphone, soit par « t'as bien fait ça, je suis content, je suis fier de toi, etc. » Mais la semaine de l'action bénévole, c'est la semaine nationale. Donc, c'est un moment privilégié pour dire on y met le paquet dans ce que vous aimez le plus. C'est quoi? On fait le tour. Bon, OK, j'aime ça, j'aime ça. Puis, il y a beaucoup d'affluence. Donc, cette année, on fait une activité yoga suivie d'un dîner communautaire. C'est le plus beau, je dirais pas passe-temps, là, parce que c'est plus que ça, là. Mais moi, je les conseillerais vraiment de venir à Action bénévole. Tu vois, c'est quoi de rentrer dans la grande famille? C'est une grande famille. C'est tout simple que ça. Oui, on se retrouve avec des tables remplies, puis même qu'on a des bonnes activités, hein? On a des bons déjeuners, on a de la marche santé, on a de l'information. Regarde, c'est super, là. Pour souligner cette semaine des bénévoles, Télévague a produit une émission sur les centres d'action bénévole. Portrait de société vous présentera celui situé à Passepébiac et celui de Chandler. Les bénévoles sont essentiels et présents dans les situations de crise. Notre société en a besoin. Nous les verrons bientôt réunis par centaines lors des marches dans la région pour l'Alzheimer. Télévague était au lancement de la levée de fonds.
Merci beaucoup, Madame Nicole Léonard-Lortie. Ils étaient nombreux à soutenir le lancement de la 10e marche de l'Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Intervenants, bénévoles, acteurs du milieu. C'est bon de marcher. C'est bon de marcher avec des gens, c'est bon pour la santé, on placote. Marcher pour la cause, c'est encore mieux. Puis lorsqu'on voit la réussite de cet événement-là, qui dure pendant 10 ans, dans un contexte actuel, c'est quand même fort. Qu'est-ce que ça démontre, selon moi, c'est qu'il y a vraiment une forte équipe de bénévoles, comme on a dit, là, je ne veux pas tout répéter ça, bénévoles, partenaires, organisations, chapeau. 600 bénévoles répartis en 8 marches sur le territoire assureront le bon déroulement de l'événement. La campagne de fonds par l'intermédiaire de ces marcheurs inscrits espère amasser 130 000 $ cette année. Lorsque je vais à une rencontre avec notre Fédération québécoise des sociétaires Alzheimer, et je leur mentionne que lors de notre marche, on a la présence d'au moins 500 bénévoles, ils ne reviennent pas. Là. Ça, je pense que ça explique le succès là, de la marche depuis la première édition. Puis, des fois, je pense qu'on ne mentionne pas assez, mais au Québec, là, parmi les 20 sociétés Alzheimer, c'est celle en Gaspésie-les-Îles qui récolte le plus d'argent. Donc, c'est phénoménal. Est-ce que l'argent qui est recueilli à un endroit reste à cet endroit? Oui, je pense que c'est la meilleure recette là, qui explique aussi le succès. C'est que, exemple, il y a 15 000 $ qui est récolté dans un secteur. Bien, ce 15 000 $-là est réinvesti pour les activités du même secteur. Fait que ça crée vraiment un sentiment d'appartenance, puis les gens y tiennent beaucoup. Puis c'est une belle façon là, de récolter des sous. On est là pour faire la promotion, des rencontres à domicile, du soutien. De plus en plus, on a des activités de jour avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pour clore la rencontre, le président de la société en a profité pour reparler du programme Music Memory qui sera dispensé sur tout le territoire dès juin. La MRC Rocher-Percé innove sur son territoire et récompense les projets qui célèbrent la mémoire vivante, notre patrimoine actuel. Un premier fonds culturel du patrimoine vivant est donné par la MRC Rocher-Percé. Des bourses de 500 $ pour un projet concernant la jeunesse et un autre pour les aînés sont délivrées et 2000 $ ira vers les projets, tout gabarit confondu. C'est un fonds d'un montant présentement environ de 23 000 $ qui va servir à remettre des prix pour au moins 7 ans d'affilée, 3 000 $ par année. Pour rendre hommage aux gens qui perpétuent la mémoire vivante. Ça s'adresse aux entreprises privées, aux organismes sans but lucratif, aux artistes, aux citoyens qui habitent le territoire de la MRC du Rocher-Percé, qui ont fait un projet dans le cours des 3 dernières années et qui rendent hommage à notre mémoire vivante. Ce qu'on veut dire par là, c'est autant un créateur de livres que quelqu'un qui dessine un paysage ou quelqu'un qui perpétue les traditions comme les fermières pour les métiers à tisser ou des entreprises privées comme... Pensons à Gaspécure qui continue à faire sécher la morue. Ça fait partie de nos traditions, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ce fonds-là a été créé à partir justement d'une initiative de sauvegarde du patrimoine, à partir d'un livre qui a été commandé par la MRC. Un merveilleux livre qui s'appelle « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays », où on a travaillé avec un historien et une dame qui a fait toute la partie de la généalogie, également avec les citoyens. Alors, on a réalisé ce livre-là, 100% MRC1, édité chez nous par les éditions Trois Sistas. Les artistes y ont contribué, les citoyens nous ont remis des photos. Et la vente totale de ces livres-là sert à générer le fonds. Vous savez, la MRC vient de recevoir des nouvelles demande de gouverne. L'État a changé. Avant, c'était les CLD qui prenaient une partie de la culture, où on travaillait plus en collaboration avec le Conseil de la culture ou le ministère de la Culture. Là, dans le nouveau Fonds de développement des territoires, le gouvernement nous demande de plus s'impliquer avec la communauté et c'est ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça, on suit de l'avant. On a déposé une planification stratégique où les enjeux 4 enjeux ont été ciblés et la culture fait partie de ceux-là. Alors, c'est une poursuite logique pour nous de faire un fonds culturel. Tous les formulaires papier sont disponibles dans chacune des hôtels de ville, plus à l'Office de tourisme du Rocher-Percé et à l'atelier de regroupement des artistes et artisans, en plus sur le site Internet de la MRC. Mais si les gens ne sont pas à l'aise à remplir papier, sur les coordonnées, ils m'appellent et on fait des entrevues audio. C'est ce qui est très particulier. Les gens, on va les rencontrer. Ils vont répondre aux 5 mêmes questions dans un temps donné et nous allons remettre à notre jury anonyme les réponses audio. Alors, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Le concours se termine le 25 avril, date de tombée pour proposer les projets. Un nouveau programme voit le jour à l'URLS malgré la suspension de quelques programmes. C'est la 3e année que l'unité régionale voit ses subventions retardées par le provincial. Elle n'a d'autre choix que de mettre ses projets sur la glace. Mais
Le nouveau programme servant à l'intégration des jeunes avec un handicap dans des clubs sportifs peut voir le jour puisque le fonds provient de la Fondation Bon Départ. Voyons en quoi cela consiste. L'URLS vient de lancer un nouveau programme pour soutenir les enfants avec un handicap dans des clubs sportifs. Jusqu'à 12 000 $ sera injecté dans le programme dans toute la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ce qui pourrait aider à soutenir jusqu'à 20 jeunes. On avait un désir de diversifier l'offre de loisirs faite aux enfants qui vivent avec un handicap dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Donc, on voit vraiment, depuis les dernières années, les enfants participent de plus en plus aux activités de camp de jour, aux activités de cours de natation. Puis là, on franchit une nouvelle étape en vraiment faisant la promotion de la participation avec des enfants qui ont une différence dans les clubs sportifs. Donc, c'est vraiment, on veut accompagner, dans le fond, les familles, les démarches des familles et les démarches des clubs sportifs pour permettre là, la participation des enfants là, dans les clubs sportifs de la région. L'aide financière, ça peut être pour l'engagement de ressources accompagnatrices, dans le fond, pour aider l'enfant à participer à l'activité. Ça peut être pour l'engagement d'un deuxième entraîneur pour soutenir là, l'équipe d'entraînement pendant les pratiques. Ça peut être pour de la formation aussi spécialisée pour les entraîneurs. L'idée, c'est de partir du besoin de l'enfant, de l'activité que l'enfant souhaite pratiquer. Donc, oui, la demande peut venir des parents qui peuvent me contacter. Le parent peut exprimer aussi son idée, son projet ou le besoin de l'enfant à l'intervenant. Souvent, les enfants sont suivis par un intervenant du secteur de la santé. Donc, ça peut être aussi par cet intervenant-là que l'initiative se rend à nous, à l'URLS. Ou ça peut aussi être un contact fait avec un club sportif qui voit qu'il y a un jeune du milieu qui a un intérêt à pratiquer cette activité-là. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée, mais le formulaire qui est disponible sur notre site Internet doit en bout de ligne être complété par le club sportif. Vu qu'on est au tout début là, de cette initiative-là, les parents peuvent tout simplement me contacter directement à l'URLS pour poser leurs questions, puis voir c'est quoi les étapes à suivre. Pierre Damour est biologiste de formation, il a été guide de chasse et pêche, il est trappeur, il est artiste, il suit les traces et il en ramène pour en faire des expositions. C'est une de vos premières expositions? Vous roulez depuis longtemps? Je roule depuis longtemps, mais c'est ma troisième exposition, seulement. Et vous avez fait une allocution quand même à plusieurs personnes qui sont venues vous entendre et ça fait du bien de rencontrer des gens quand ça fait tant de mois. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur celle-là? En fait, là, ici, il y a des œuvres qui ont 30 ans. Il y a aussi des œuvres que j'ai faites il y a une semaine passée. Donc, c'est un amalgame de tout ce que j'ai observé, de tout ce que j'ai créé à partir de mes travaux dans la forêt de chasse, de pêche, de guidage. Puis ce sont des centaines, sinon des milliers d'heures de solitude dans la création, mais qui trouve son apogée dans le fait qu'il y a plein de gens pour te dire « Wow! Félicitations, merci! » Puis là, ben, tu as le goût de retourner dans ta shop pour un autre 20 ans puis de continuer à créer. On pouvait apparenter votre œuvre à celle des Amérindiens parce qu'il y a des totems, il y a beaucoup d'animaux, on travaille avec des zoos, on travaille avec la nature, mais c'est pas ça. Vous m'expliquez encore ça par un travail d'ADN, d'être près de la nature. Comment vous fonctionnez quand vous voulez créer une pièce? Bien, premièrement, j'ai un grand respect pour les Autochtones. J'arrive de Vancouver, là. Je suis allé voir toutes les sculptures Haïda et tout ça, puis ça m'a fasciné. J'essaye de ne pas me laisser intimider ou, mettons, trop influencer par ça, parce que je veux que les œuvres que moi je fais, ça soit Pierre Damour. Je ne veux pas aller copier quelque chose de... Même si on marche, on monte toutes les épaules de ceux qui nous ont précédés, là, après ça, on pense qu'on a inventé de quoi, mais non, on va tout utiliser un peu des connaissances à gauche, à droite. Mais moi, ce que j'essaye, c'est d'avoir mon point de vue par rapport, mettons, à la nature, aux différents phénomènes, mais je veux utiliser ma perception, puis des fois, il y a comme des évolutions en parallèle. C'est que les Indiens ont eu la même chose que moi, ils ont utilisé le même véhicule, la rivière, le bois, les cornes, Puis moi, je prends le même processus. On peut facilement dire « Ah, mais c'est comme un Indien », mais c'est juste que j'évolue dans le même environnement qu'eux, donc c'est normal que j'utilise les mêmes outils, les mêmes véhicules pour transmettre ma connaissance. Tu sais, la Terre a 4,5 milliards d'années. Okay? Moi, j'ai 80 ans, pour ça, je suis mort. Fait que j'ai pas de temps à perdre.
Il n'y a pas de sélection à faire. C'est let's go right now. On communique, on a du fun. Puis une fois que c'est fini ici, ben après ça, il va y avoir autre chose. Puis on continue. C'est un feu roulant. Tu sais. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir participer à cette expérience humaine-là, qui est souvent difficile à définir. C'est quoi le sens de la vie? Où est-ce qu'on va? C'est des questions philosophiques. Mais je trouve que dans la création artistique, dans la réalisation, tu t'émancipes. Puis des fois, ça découle jusque vers d'autres personnes comme toi, puis je te touche. Tu sais, tantôt, j'ai vu des gens qui riaient. J'ai déjà vu une fille qui a pleuré devant une de mes œuvres. Puis je pense que quand ça arrive, ça, c'est que tu as réussi l'exercice. L'œil du prédateur, ça va faire un roman aussi, un récit. Quel genre de récit? En fait, c'est depuis 30 ans, c'est toutes des histoires qui me sont arrivées. Mais c'est pas des histoires du gros orignal que j'ai tué puis du gros saumon que j'ai pogné. Ça m'intéresse pas, ça. Mais c'est plutôt la relation que je vais entretenir des fois avec les animaux, avec le milieu naturel, mais aussi avec les humains. J'ai le privilège d'avoir écrit un livre. Oui. OK. Bon. L'œil du prédateur. Donc, c'est un récit de toutes mes observations depuis 30 ans. Okay, j'ai été guide de chasse, guide de pêche, philosophe, nanana, bon. Puis là, j'ai écrit un livre qui a été accepté par Victor Lévy-Beaulieu, qui est présentement en correction. OK? Il y a fort à parier que d'ici 3, 4, 5 mois, vous allez voir le livre sur les tablettes, L'œil du prédateur. Fait que si vous voulez en savoir plus, il y a l'histoire de mon père avec ça, tu sais. Il y a l'histoire peut-être de la petite fille suicidée. Il y a plein d'histoires que vous avez déjà entendues ici, mais il y en a encore 100 autres histoires de même. Fait que si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, prenez le livre puis lisez-le. Puis le but, c'est de continuer à voyager avec moi par la lecture. L'exposition de Pierre Damour, L'œil du prédateur, est présentée au Musée de Bonaventure jusqu'au 22 mai. Nous avons rencontré cette semaine une femme qui vient de déposer un mémoire sur les retombées de l'exploration et du forage en Gaspésie. On y suggère des recommandations provinciales afin de procéder à la fragmentation de nos terres. Bonjour, Geneviève Lemoine. Bonjour. Geneviève Lemoine, que je ne connaissais pas, qui est du comité ZIP. On a reçu un mémoire parlant plan de forage, consultation, permis. C'est toutes des notions qu'on entend parler. On va dans certaines petites manifestations entretenues par des groupes différents et c'est ça, on essaie d'avoir l'heure juste sur qu'est-ce qui se passe. Et vous sortez un beau mémoire que vous avez terminé cet automne et ce mémoire-là, là, il dit quoi en gros? En fait, notre mémoire répond à une consultation publique qui avait été lancée par le gouvernement provincial. Le gouvernement désirait savoir comment on devait procéder pour réaliser l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Alors, on n'était même pas dans « voulez-vous » de ça, on était dans comment on procède. Déjà, il était rendu dans une autre étape. Là, oui. Il y avait déjà le désir de réaliser l'exploration. Exactement. Donc, le gouvernement sont déjà rendus à la prochaine étape. Dans leur document de consultation, ils nous disent déjà qu'ils sont en faveur de l'exploitation des hydrocarbures. Donc, c'est pas caché. Ils le mettent noir sur blanc. Et ce qu'ils voulaient savoir, c'est vraiment comment on voudrait que ça se réalise au Québec. Et est-ce qu'on entend possiblement parler d'une consultation plus générale, à savoir, bon, maintenant qu'on sait comment ça pourrait se faire, maintenant qu'on est prêt à faire des lois pour régenter tout ça, maintenant on vous pose la question, en voulez-vous? Il ne semble pas y avoir de volonté de nous demander la question, à savoir si on en veut. Le gouvernement semble avoir pris pour acquis que c'était quelque chose que la population voulait et va de l'avant. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs autres manifestations. Il y a beaucoup de gens, des citoyens impliqués qui en parlent, que ce soit dans les villages ou dans des secteurs un peu plus grands. On a de la visite aussi de la gang de Kakuna présentement qui se promène dans la Gaspésie pour parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Alors vous faites votre bout de chemin aussi. Il faut vous dire que, bon, des comités ZIP, il y en a une douzaine au Québec, sur les rives du Saint-Laurent. Ça couvre la baie du Chaleur aussi. Et vous, votre territoire, là, le vôtre, il couvre quoi exactement? Nous, notre territoire couvre de Matapédia jusqu'au Parc Forillon.
OK. Donc, tout le côté sud de la Gaspésie. Est-ce que vous avez Murdochville aussi? Non, on s'occupe vraiment, notre mandat, c'est vraiment côtier et marin. Donc, tout ce qui est au centre de la Gaspésie, on ne couvre pas ça. Dans votre mémoire, vous donnez des recommandations au gouvernement pour comment procéder, comment ça pourrait se passer, là. C'est quoi les grandes lignes là, de vos recommandations? En 2011, il y a déjà eu des consultations publiques sur est-ce qu'on devrait aller forer dans le golfe du Saint-Laurent. Ça avait été un processus très détaillé qui s'était fait sur une grande période de temps. Ça a pris plus qu'1 an, si je ne me trompe pas, ce processus-là. Il y a un énorme rapport qui est sorti de ça et les conclusions du rapport disaient 2 choses. Premièrement, on n'a pas les connaissances pour aller forer dans le golfe du Saint-Laurent. On ne peut pas y aller tant qu'on n'a pas ces connaissances-là. Et deuxièmement, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on ne devrait pas aller forer dans le Saint-Laurent. Quand on voit cette consultation publique-là qui revient encore sur est-ce qu'on devrait aller forer dans le Saint-Laurent, bien, notre première réaction à nous, c'est est-ce qu'on pourrait commencer par aller chercher les informations? Les scientifiques qui travaillent sur le Saint-Laurent sont tous d'accord avec le fait qu'on a besoin de plein d'informations avant de dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas. Donc, est-ce qu'on peut commencer par déployer un gros programme de recherche puis d'acquisition de connaissances pour aller chercher des connaissances qu'on n'a pas? Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas du Saint-Laurent avant de peut-être penser à aller forer dans le golfe. Donc, notre commentaire le plus important pour nous, c'est ça. On ne connaît pas bien les espèces qui existent, qui vivent dans le Saint-Laurent. On ne connaît pas bien le fond du Saint-Laurent. On ne sait pas comment on pourrait ramasser du pétrole à travers les glaces si jamais il arrivait quelque chose. On n'a pas les ressources pour intervenir en mer si jamais il y a quelque chose. Nos ressources ne sont pas suffisantes encore. Les connaissances qu'on a ne sont pas grandes. De l'exploration ou forer ou même explorer. On pénètre dans les sols, on fait de la fragmentation, on brise les nappes phréatiques, on casse le sol. Alors, c'est sûr qu'il y a des gaz qui s'évaporent. Si on n'est pas capable de le gérer sur un sol où il n'y a pas d'eau, imaginez dans le fond marin. Exactement. Alors, maintenant, si on est rendu, excusez-moi, je comprends pas, si on est rendu à se demander comment qu'on peut faire pour y arriver, ça veut dire qu'on oublie qu'on est une société qui, depuis les années 70, développe de l'énergie propre. Comment ça qu'on va aller chercher du pétrole, mis à part de l'argent, si on est capable de générer notre énergie autrement? Ça dépasse votre mandat, hein? Oui. C'est parce que je suis fâchée que je vous demande ça. Ça dépasse mon mandat, mais outre l'argent, en fait, moi, je pense que le gros est là. Puis on s'appelle que le gouvernement est actionnaire de, par exemple, Petrolia. Alors, à partir de ce moment-là, si on est capable d'aller chercher des ressources à l'intérieur, le gouvernement fait des sous aussi. Oh, OK. Alors, vous, votre mission, c'est d'essayer de montrer des données au gouvernement qui pourraient l'aider à procéder de façon un peu plus propre. Entre autres. D'accord. Je dirais. On est un organisme de concertation. Donc, ce qu'on essaie de faire dans tous nos dossiers, c'est de travailler avec les gens qui ont des projets pour essayer d'améliorer les projets. Donc, pas d'aller à l'encontre des projets, mais vraiment de travailler avec eux pour avoir un impact environnemental qui va être moins grand, pour avoir des retombées sociales qui vont être plus intéressantes aussi. Alors, ce rapport-là, il y a... c'est ça, les premiers points donnent encore une chance au mouvement environnemental. C'est-à-dire qu'on demande, vous proposez de consulter la population, à savoir vraiment s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. On demande d'expliquer plus aux gens aussi qu'est-ce qui va arriver. Et après ça, on tombe dans d'autres blocs, justement, où est-ce qu'on commence à dire, ça passe. Justement, c'est quoi les retombées qu'on peut avoir dans les municipalités, à droite, à gauche? C'est énorme. C'est comme si vous étiez... c'est comme s'il y avait un projet qui était fait pour tout forer. Tout est mis en branle pour qu'on puisse le faire, finalement. Oui. Pour qu'on puisse agir. Oui. Et toute la Gaspésie est déjà distribuée soit à Junex, soit à Petrolia. Petrolia,
Il y en a un ou deux autres plus petits, si je ne me trompe pas, mais oui, toute la Gaspésie est déjà claimée. OK. Et qu'est-ce que ça prend pour une compagnie pour que demain matin, elle commence ses forages, son exploration? Oui, il y a certains projets qui passent mieux que d'autres aussi. Comme quoi? Les projets qui sont plus loin de la population sont plus faciles à faire accepter que les projets qui sont dans le périmètre urbain, entre autres. Parce qu'ici, là, vous, dans la région que vous couvrez, là, qu'est-ce que ça viendrait affecter le plus? Quand on parle du milieu marin, en fait, on a tendance à oublier, mais dans l'eau, tout bouge. Donc, c'est l'eau bouge et tout ce qui vit dans l'eau bouge aussi, puis tout ce qui est rejeté dans l'eau va bouger avec les courants. Et on a tendance à l'oublier beaucoup dans ces études-là. On parle de à tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit, il y a telle chose, mais tout ça est en mouvement, tout ça est en interrelation entre eux. Et une de nos recommandations, entre autres, c'est de dire, bien, le Saint-Laurent, c'est 5 provinces au Canada qui se le partagent, le golfe du Saint-Laurent. Et on ne peut pas, chacune des provinces, dire, bien, moi, je vais y aller, puis tant pis pour mes voisins. Donc, une des recommandations qu'on fait, c'est de dire, étant donné que c'est un écosystème dynamique, puis qui va chercher les 5 provinces, bien, il faudrait que les 5 provinces s'assoient ensemble, puis décident ensemble de comment ça va se passer. Parce que c'est évident que s'il y a une des provinces qui va de l'avant, bien, les 4 autres vont avoir les retombées négatives possibles. Donc, c'est une de nos recommandations. De la même façon qu'on étudie beaucoup, on sait que le bruit va avoir tel effet sur les mammifères marins. On sait que la lumière va avoir tel effet sur les oiseaux. On sait que les rejets vont avoir tel effet sur les poissons. Mais ensuite de ça, tout ça est relié. Donc, s'il n'y a plus de poissons, il se passe quelque chose avec les autres êtres vivants qui sont dans l'eau aussi. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer qu'est-ce qui arrive si les mammifères marins sont touchés? Qu'est-ce qui arrive au restant de la chaîne alimentaire? Qu'est-ce qui arrive au restant de l'écosystème aussi? Parce que tout ça est interconnecté. L'été dernier, nous, on a fait un projet où on relâchait des bouées justement pour essayer de comprendre les courants dans la baie des Chaleurs. On les a largués uniquement dans l'orbite des Chaleurs. On en a qui se sont retrouvés en Anticosti. On en a qui se sont retrouvés à Terre-Neuve. On en a qui se sont retrouvés en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est des petites bouées de rien du tout, mais ça nous fait réaliser qu'on ne peut pas juste agir, juste le Québec. C'est beaucoup plus grand que ça. Oui, ça a des retombées ailleurs aussi. Oui. Là. Oui. Wow. Et vous, pour avoir écrit ce mémoire-là, ces recommandations-là au gouvernement, vous avez pris où vos informations? Vous avez été chercher où toutes... voir qu'est-ce qui était dommageable à droite, à gauche, parce que là, vous devez aussi vous faire un peu l'avocat du diable. Vous devez aller chercher les choses données par des scientifiques, par des par ceux qui s'occupent de l'environnement. Oui. Et vous devez aussi aller écouter ce que les compagnies pétrolières veulent, je présume, pour pouvoir faire des rapports au gouvernement. On n'est pas allé voir le côté des pétrolières dans ce mémoire-là. On a utilisé, oui, les écrits de scientifiques. Le gouvernement avait produit un document de consultation qui était le résumé des 64 études qu'il avait fait. Donc, on avait quand même beaucoup d'informations là-dedans. Comme je disais, en 2011 aussi, il y a eu une énorme étude. C'est un document de plusieurs centaines de pages qui était ressorti de ça avec énormément d'informations dans ça aussi. Puis ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le dossier des hydrocarbures, donc on accumule aussi des connaissances avec le temps, puis on part de ça pour écrire nos mémoires. Là. On va finir avec ça, on parle où fort-on présentement en Gaspésie? On parle de Gaspé, on parle d'à Saint-Léon-le-Grand, de Murdochville et que Genex a eu le permis du gouvernement pour évaluer le potentiel pétrolier de son puits Galt numéro 5. Savez-vous c'est où ça? Le 5, non. OK. En Gaspésie? J'en connais, oui. Je connais les puits Galt qui sont proches entre Gaspé et Murdoch. Mais le numéro 5, c'est la première fois que je l'entends. OK. Ça fait qu'ils sont là. Ils bougent, on ne les voit pas tous, dépendamment où est-ce qu'on est situé. Est-ce qu'il y a des retombées actuelles avec l'exploration? Est-ce qu'au niveau environnemental, on a des retombées actuellement?
Il n'y a pas vraiment d'études environnementales sur ce qui se fait présentement. En tout cas, pas à ma connaissance. S'il y en a, on ne nous les a pas montrées. Pour l'instant, Pétrolier est encore en exploration à Gaspé. Donc, on forme, mais pour essayer de trouver où il y a du pétrole et où il pourrait y en avoir en quantité intéressante, là. Donc, ils ne sont pas encore en phase d'exploitation non plus. Puis vous n'avez pas senti un vent de changement quand le gouvernement libéral provincial dit « OK, touchez pas à Anticosti. Pourquoi il ne faut pas toucher à Anticosti, mais qu'on a le droit de creuser dans la Gaspésie? » C'est une question qu'on se pose. OK. Écoutez, déposez ça. J'espère que vous allez avoir... j'espère qu'il va être lu. Oui. Super, c'est plusieurs heures de travail. Oui, oui. Et c'est ça, on souhaite la meilleure des chances. Vous faites un travail, un gros travail. Merci. Merci beaucoup. Ce mercredi, un super whist militaire à compter de 20h a lieu au Club de l'Âge d'Or de Newport. Léger goûter sera servi. Il y aura une soirée dansante ce samedi à compter de 21h au Club de l'Âge d'Or de Newport avec la musique de Gérard et Rose. Le même jour, un tournoi de cribage à 13h se tiendra au centre communautaire de Hopetown. L'inscription est de 10 $ par personne. Puis, une soirée dansante avec disco au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, commence à 21h. Il y aura après-midi amateur le dimanche à 13h30 au centre communautaire de Saint-Pédis et une assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus de Port-Daniel se tiendra au local du club à 14h. Voilà pour nos rendez-vous. C'est ce qui met fait à vos nouvelles d'ici. Au revoir et au plaisir.